Tremblant de froid, elle fut jetée dans la neige sans manteau. Sa belle-mère rit jusqu'à ce qu'une voiture noire s'arrête devant la maison. Un homme riche en sortit, offrant refuge et thé chaud, mais elle ignorait qu'il possédait la ville entière. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en nous disant de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en devenant auditeur premium, vous aurez accès à des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus privilégiés connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à prix abordable. Claire marchait dans les rues de Saint-Germain avec les pieds trempés et le corps frissonnant de froid. La pluie fouettait son visage tandis qu'elle s'éloignait de la maison où elle avait grandi, désormais juste un souvenir amer. Les grosses gouttes se mêlaient aux larmes qui coulaient sur ses joues rougies par le vent glacial qui descendait de la colline. Le ciel sombre de janvier semblait partager sa douleur, s'abattant sur la ville historique avec une intensité troublante. « Je ne veux plus te voir dans cette maison ». Les mots de Sylvie, sa belle-mère, résonnaient encore dans son esprit comme une sentence cruelle. Depuis que son père, Antoine, était parti pour un long voyage d'affaires, il y a 3 mois, la cohabitation était devenue insupportable. Ce qui n'était autrefois qu'indifférence s'était transformé en hostilité déclarée. Claire rajusta le petit sac à dos sur son dos, seule possession qu'elle avait réussi à prendre avant d'être expulsée. À l'intérieur, quelques vêtements, des documents et la photo qu'elle chérissait le plus. Elle et son père souriant devant le palais de cristal, l'un des monuments emblématiques de Saint-Germain. Cette image représentait une époque où le bonheur existait encore dans sa vie, avant que Sylvie n'entre en scène avec ses 2 filles, Delphine et Valérie. La jeune femme de 23 ans avançait sans destination précise. Elle avait pensé chercher refuge chez une amie, mais la honte l'en empêchait. Comment expliquerait-elle qu'elle avait été chassée de chez elle? De plus, la tempête qui s'abattait compliquait toute tentative d'orientation. Les rues historiques de Saint-Germain, normalement charmantes avec leurs hôtels particuliers et jardins fleuris, ressemblaient maintenant à un labyrinthe sombre et hostile. L'orage s'intensifiait à chaque minute. Claire chercha un abri sous la marquise d'une boutique fermée tout en essayant de réorganiser ses pensées. Elle observa son reflet déformé dans la vitrine. Ses cheveux châtains foncés collés au visage, ses yeux verts rougis à force de pleurer, sa peau claire maintenant pâle à cause du froid. Elle ne reconnaissait plus l'étudiante en architecture confiante qu'elle était autrefois. « Comment en sommes-nous arrivés là, papa ?» murmura-t-elle pour elle-même, se rappelant comment sa vie avait radicalement changé ces dernières années. Antoine Moreau, entrepreneur prospère dans le secteur du bâtiment, avait rencontré Sylvie lors d'une soirée de bienfaisance. Le charme avait opéré immédiatement et moins de 6 mois plus tard, ils étaient mariés. Au début, tout semblait parfait. Sylvie se montrait attentionnée, et ses filles polies. Claire avait même pensé qu'elle aurait enfin la famille dont elle rêvait depuis le décès de sa mère, quand elle était encore enfant. L'illusion n'avait pas duré longtemps. Dès qu'Antoine dut voyager fréquemment pour développer ses affaires, Sylvie révéla son vrai visage. Les repas en famille devinrent des moments de provocation voilée. L'espace de Claire dans la maison fut progressivement réduit. Ses opinions ignorées, sa présence une gêne constante. Ce matin-là, la situation avait atteint ses limites. Claire avait trouvé ses projets universitaires déchirés sur son lit. En questionnant Sylvie, elle fut accueillie par des accusations absurdes d'avoir manqué de respect à ses filles et d'être une ingrate qui n'avait jamais accepté la nouvelle famille. La discussion s'envenima rapidement jusqu'à ce que Sylvie, dans un accès de fureur, lui ordonne de partir immédiatement. Un violent coup de tonnerre ramena Claire au présent. La pluie formait de petites cascades dans les rues escarpées de la ville, et le ciel s'assombrissait encore davantage, annonçant que l'orage était loin d'être terminé. Elle devait trouver un endroit pour passer la nuit. Rassemblant son courage, Claire quitta son abri temporaire et continua à marcher, maintenant en direction du centre-ville. Peut-être pourrait-elle trouver une chambre bon marché dans une pension, au moins jusqu'à ce qu'elle décide quoi faire. Ses pas hésitants la menèrent rue des Louviers, normalement animée avec ses boutiques de vêtements, mais maintenant pratiquement déserte à cause de la tempête. Une voiture passa à grande vitesse, projetant une vague d'eau sale sur elle. Claire sentit le désespoir grandir dans sa poitrine. L'argent qu'elle possédait ne durerait pas longtemps.
et elle aurait bientôt besoin d'un emploi et d'un endroit définitif où rester. Comment reconstruirait-elle sa vie? Comment poursuivrait-elle ses études? Ses rêves de devenir une architecte renommée semblaient de plus en plus lointains. Elle était tellement absorbée par ses pensées qu'elle ne remarqua pas l'approche d'une voiture noire qui ralentit à côté d'elle. Un Range Rover imposant, aux vitres teintées, s'arrêta silencieusement près du trottoir. Claire sentit un frisson de peur et accéléra le pas, se rappelant toutes les histoires qu'elle avait entendues sur des jeunes femmes disparues. La vitre côté passager descendit lentement, révélant le visage d'un homme d'environ 40 ans, aux traits forts et au regard pénétrant. « Mademoiselle, avez-vous besoin d'aide » demanda-t-il d'une voix grave, mais étonnamment douce. Claire hésita, étudiant l'étranger. Il y avait quelque chose de familier dans ce visage, à la barbe bien taillée et aux yeux sombres, qui transmettait une profonde mélancolie. « Tout va bien, merci », répondit-elle, continuant à marcher. L'homme manœuvra la voiture pour s'adapter à son rythme. « Pardonnez mon insistance, mais cette tempête s'aggrave. Ce n'est pas sûr de rester dehors. Je peux vous conduire quelque part. » « Je ne vous connais pas, » répondit Claire sur la défensive, bien que quelque chose en elle lui dise qu'elle pouvait lui faire confiance. « Je m'appelle Rémi Lefebvre, » se présenta-t-il. « Je suis architecte. J'ai un cabinet ici à Saint-Germain et un autre à Paris. » Ce nom frappa Claire comme un éclair. Rémi Lefebvre était une légende vivante de l'architecture française, responsable de projets innovants et durables qui avaient révolutionné le paysage urbain du pays. Ses créations étaient étudiées à l'université comme exemple d'intégration parfaite entre fonctionnalité, beauté et respect de l'environnement. « Rémi Lefebvre, le Rémi Lefebvre ?» demanda-t-elle, incrédule. « Je suis étudiante en architecture. Votre travail est incroyable. » Un bref sourire illumina le visage de l'homme. « Merci. Voilà une raison de plus d'accepter mon aide. Je ne peux pas laisser une future collègue affronter cette tempête seule. » À ce moment, un coup de tonnerre assourdissant déchira le ciel, suivi d'un éclair qui illumina brièvement les rues pavées. La pluie s'intensifia encore, et Claire se sentit complètement vulnérable. « Je peux vous conduire à un hôtel ou chez une connaissance », proposa Rémi, percevant son hésitation. Claire se mordit la lèvre, indécise. La situation était surréaliste, son idole professionnelle apparaissant comme un ange gardien au moment le plus désespéré de sa vie. C'était trop de coïncidences. Ou était-ce le destin? « En fait, je n'ai nulle part où aller, » admit-elle finalement, la voix presque inaudible sous le bruit de la pluie. Rémi l'observa quelques instants, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Ses yeux révélaient un mélange de compassion et de curiosité. « J'ai une grande maison tout près, dans le quartier royal. Il y a plusieurs chambres d'amis vides. Vous pouvez y rester jusqu'à ce que la tempête passe et que vous réorganisiez vos projets, » offrit-il, ouvrant la porte côté passager. Sans engagement, juste un abri temporaire. Claire savait que la sagesse lui commanderait de refuser, mais quelque chose dans le regard de cet homme lui donna confiance. Peut-être était-ce la fatigue, peut-être le désespoir, ou peut-être un instinct qu'elle ne comprenait pas complètement, mais qui la poussait à accepter cette offre inattendue. Le cœur battant, elle monta dans la voiture, emportant avec elle non seulement son petit sac à dos, mais aussi l'espoir que cette terrible nuit puisse être le début de quelque chose de nouveau. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette rencontre apparemment fortuite était écrite dans les étoiles bien avant que cette tempête ne commence. La voiture de Rémi serpentait dans les rues escarpées de Saint-Germain, laissant derrière elle le centre historique et pénétrant dans une zone plus préservée de la ville royale. Claire observait par la fenêtre les gouttes de pluie qui ruisselèrent sur la vitre, créant des motifs hypnotiques qui semblaient danser au rythme des essuie-glaces. Le silence entre eux n'était rompu que par le son doux de la musique classique qui émanait du système audio sophistiqué. « Debussy », commenta Rémi, remarquant l'intérêt de Claire pour la mélodie. « Je l'écoute toujours quand l'orage gronde. C'est comme si la musique et la pluie étaient faites l'une pour l'autre. »« C'est magnifique », répondit-elle, se sentant étrangement à l'aise malgré la situation inhabituelle. « Ma mère adorait la musique classique. Elle jouait du piano. » Rémi lui lança un regard curieux. « Et elle joue toujours ?» Claire détourna le regard, le fixant à nouveau sur le paysage brumeux à l'extérieur. « Non, elle nous a quittés quand j'avais 8 ans. Une maladie soudaine. »« Je suis désolé, » dit Rémi avec sincérité dans la voix. Quelque chose dans son ton suggérait qu'il comprenait parfaitement la douleur de la perte. « Je sais aussi ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime. »
Avant que Claire ne puisse en demander davantage, la voiture fit un virage serré et s'engagea dans une allée privée, bordée d'arbres centenaires qui formaient un tunnel naturel. Au bout du chemin apparut une construction imposante qui coupa le souffle à Claire. C'était un manoir de style néoclassique, clairement inspiré des palais royaux qui avaient rendu Saint-Germain célèbre, mais avec des touches contemporaines qui le différenciaient. Les colonnes majestueuses soutenaient une vaste véranda, et les vitraux colorés brillaient même sous la faible lumière de ce crépuscule orageux. « Bienvenue au manoir des Acacias », annonça Rémi, se garant sous une structure couverte près de l'entrée. Il a été construit à la fin du XIXe siècle par un baron du commerce qui voulait impressionner la famille royale. La propriété est restée abandonnée pendant des décennies jusqu'à ce que je la découvre il y a 5 ans et décide de la restaurer. C'est impressionnant, fut tout ce que Claire put dire, émerveillée par la beauté architecturale du lieu. Un homme d'âge moyen, vêtu de vêtements simples mais impeccables, apparut à la porte avec un grand parapluie. « Bonsoir, monsieur Rémi », salua-t-il respectueusement. « Nous ne vous attendions pas par ce temps. »« Bonsoir, Marcel. Nous avons eu un imprévu, » répondit Rémi, désignant Claire. « Voici Claire. Elle restera avec nous quelques jours. » Marcel acquiesça discrètement, sans manifester de surprise, et tendit le parapluie pour les protéger jusqu'à l'entrée du manoir. Claire comprit que Rémi devait avoir l'habitude d'amener des invités inattendus, vu le naturel avec lequel son employé avait réagi. En entrant dans le manoir, Claire eut l'impression d'être transportée dans un autre monde. L'intérieur était encore plus impressionnant que la façade. Un hall d'entrée majestueux au sol de marbre menait à un escalier central imposant. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond, illuminant des meubles anciens restaurés avec maestria et des œuvres d'art contemporaines qui créaient un contraste harmonieux. « Marcel, préparez la chambre bleue pour notre invité, s'il vous plaît, » demanda Rémi, « et demandez à Madame Béatrice de servir le dîner dans 1 heure. »« Tout de suite, monsieur, » répondit le majordome, se retirant silencieusement. Rémi conduisit Claire dans un grand salon où crépitait une cheminée, chassant l'humidité et le froid de cette nuit pluvieuse. Les murs étaient couverts d'étagères remplies de livres, et de grandes fenêtres offraient ce qui devait être une vue spectaculaire sur les jardins et les collines, maintenant cachées par l'obscurité et la pluie. « Mettez-vous à l'aise, » dit-il, indiquant un canapé confortable. « Souhaitez-vous boire quelque chose de chaud ? Thé, café, chocolat. »« Un thé serait parfait, » répondit Claire, tentant encore d'absorber la grandeur du lieu où elle se trouvait. Tandis que Rémi s'éloignait pour préparer la boisson, Claire observa mieux son environnement. Sur une table latérale, une photo encadrée attira son attention. Elle montrait Rémi enlaçant une belle femme aux longs cheveux noirs et au sourire radieux. En arrière-plan, la tour Eiffel indiquait que la photo avait été prise à Paris. « Mon épouse Émilie », dit Rémi, revenant avec 2 tasses fumantes. Il avait remarqué l'intérêt de Claire pour la photographie. Elle était pianiste. Elle jouait divinement, comme votre mère. Claire nota l'utilisation du passé et l'expression triste qui se forma sur le visage de l'architecte. « Elle aussi. »« Oui, » répondit simplement Rémi, lui tendant une tasse. « Il y a 3 ans. Un accident sur la route d'un concert à Paris. »« Je suis désolé, » dit Claire, sincèrement émue. Elle comprenait maintenant mieux cette aura de mélancolie qui planait sur lui. Ça a dû être très difficile. Rémi acquiesça, s'asseyant dans un fauteuil près de la cheminée. C'était comme si une partie de moi était partie avec elle. Je me suis plongé dans le travail pour ne pas succomber à la douleur. Cette maison était son rêve, vous savez. La restaurer, lui rendre sa gloire d'antan. J'ai poursuivi le projet comme une façon de la maintenir en vie d'une certaine manière. Un silence confortable s'établit entre eux, rempli seulement par le crépitement du bois dans la cheminée et le tambourinement de la pluie sur les fenêtres. Claire sentait qu'il y avait un lien inexplicable entre eux, comme si leur trajectoire de perte et de recommencement avait été dessinée par une même main invisible. « Et vous ?» demanda finalement Rémi. « Que s'est-il passé pour que vous soyez seul sous cette tempête ?» Claire respira profondément, sentant la chaleur du thé réchauffer ses mains et son intérieur. Il y avait quelque chose dans la présence de Rémi qui la faisait se sentir en sécurité pour partager son histoire. « Mon père s'est remarié il y a 2 ans, » commença-t-elle. Sylvie semblait parfaite au début, gentille, attentionnée, mais dès que le mariage a eu lieu, elle a commencé à montrer sa vraie personnalité. Elle a 2 filles de mon âge, Delphine et Valérie, qui me traitent comme une intruse. Et votre père? Il n'intervient pas? Il voyage beaucoup pour le travail.
Il possède une entreprise de construction. Ces derniers mois, il a été plus absent que jamais, développant ses affaires vers la Bretagne. Je crois que Sylvie n'attendait qu'une occasion comme celle-ci pour m'éloigner définitivement. Claire expliqua la dispute de ce matin, les projets déchirés, les accusations injustes et l'expulsion. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle sentait le poids des événements s'abattre à nouveau sur elle. Les larmes commencèrent à couler silencieusement sur son visage. « Pardonnez-moi, dit-elle, essuyant son visage avec la manche de son manteau encore humide. Je ne voulais pas craquer ainsi. » Rémi se leva et s'assit à côté d'elle sur le canapé, lui offrant un mouchoir. « Ne vous excusez pas. Parfois, nous avons besoin de craquer pour ensuite nous reconstruire plus fort. » À ce moment, Marcel revint dans la pièce. « La chambre est prête, monsieur. Et Madame Béatrice vous informe que le dîner sera servi dans 30 minutes. »« Merci, Marcel, » remercia Rémi. Se tournant vers Claire, il continua. « Que diriez-vous de vous reposer un peu avant le dîner? Je suis sûr que vous trouverez des vêtements secs dans la chambre. » Béatrice garde toujours les armoires pour invités bien approvisionnés. Claire acquiesça, reconnaissante pour cette opportunité de se ressaisir. Rémi la conduisit personnellement par l'escalier central jusqu'au premier étage, où un large couloir menait à plusieurs portes en bois sculpté. « Voici la chambre bleue, » dit-il, ouvrant l'une des portes. C'était la préférée d'Émilie. La pièce était spacieuse et élégante, décorée dans des tons de bleu et d'argent. Un lit king-size à baldaquin occupait le centre, flanqué de tables de chevet avec des lampes vintage. Les hautes fenêtres étaient couvertes de rideaux en velours assortis à la courte pointe brodée. Un dressing ouvert montrait plusieurs vêtements féminins, encore étiquetés. « Ils sont tout neufs », expliqua Rémi, remarquant le regard surpris de Claire. Émilie renouvelait toujours la garde-robe des chambres d'amis. Elle disait qu'on ne savait jamais quand quelqu'un aurait besoin d'un refuge temporaire. Elle semblait être une personne merveilleuse, commenta Claire, touchée par le geste d'une femme qu'elle n'avait jamais connue. Elle l'était, confirma Rémi avec un sourire nostalgique. Je suis sûr que vous vous seriez bien entendu. Elle aimait aussi l'architecture, bien que sa passion fût la musique. Il se dirigea vers une porte latérale. La salle de bain est ici. Vous y trouverez tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Faites comme chez vous, Claire. Nous nous verrons pour le dîner. Dès que Rémi sortit, Claire explora mieux la chambre, encore incrédule face au changement soudain de sa situation. Quelques heures plus tôt, elle était chassée de chez elle. Maintenant, elle se retrouvait hébergée dans le manoir de l'un des architectes les plus renommés du pays. La salle de bain était luxueuse, avec une baignoire ancienne restaurée et des commodités dignes d'un hôtel 5 étoiles. Claire s'autorisa un bain chaud et prolongé, laissant l'eau emporter non seulement le froid et l'humidité, mais aussi une partie de l'angoisse qu'elle portait. Ensuite, enveloppée dans un peignoir moelleux, elle examina les vêtements dans le dressing. Elle trouva un ensemble simple mais élégant, qui semblait avoir été fait pour elle. Un pantalon noir de tailleur et un chemisier en soie bleu pétrole. Étonnamment, il lui allait parfaitement. En s'habillant, Claire observa plus en détail la chambre. Sur le bureau dans le coin, il y avait plusieurs livres d'architecture, comme si la pièce avait été préparée spécialement pour elle. L'un d'eux était même de Rémi lui-même. Architecture sensorielle, construire des espaces qui respirent. Intriguée, Claire ouvrit le livre. Sur la page de dédicace, elle lut « Pour Émilie, qui m'a appris à voir au-delà des formes et à trouver l'âme dans les espaces. Et pour C qui un jour comprendra sa place dans cette histoire. » Claire sentit un frisson parcourir son échine. Qui était C? Serait-il possible que... Non, ce devait être juste une coïncidence. Elle referma rapidement le livre, comme si elle avait été prise à fouiner dans quelque chose d'interdit. À ce moment, elle entendit un léger coup à la porte. C'était Marcel, venu annoncer que le dîner était servi. Tandis qu'elle le suivait dans le couloir, Claire ne pouvait pas écarter la sensation qu'il y avait beaucoup plus dans ce manoir et en Rémi Lefebvre qu'elle ne pouvait l'imaginer. Quelque chose la reliait à cet endroit, un lien invisible qui semblait avoir été tissé bien avant cette nuit orageuse. La salle à manger du manoir était aussi impressionnante que le reste de la maison. Une table en bois massif, assez longue pour accueillir 20 personnes, était dressée à l'une des extrémités pour seulement 2 couverts. Des chandeliers argentés soutenaient des bougies qui dansaient doucement, créant une atmosphère chaleureuse malgré la majesté du lieu. À travers les hautes fenêtres, des éclairs occasionnels illuminèrent le jardin, révélant brièvement la silhouette d'arbres centenaires secoués par le vent. Rémi attendait déjà lorsque Claire entra.
Il avait changé ses vêtements décontractés pour une chemise habillée bleu marine et un pantalon sombre. En la voyant, ses yeux s'illuminèrent avec quelque chose qui semblait au-delà de la simple admiration. « Cette couleur vous va parfaitement », commenta-t-il, tirant une chaise pour qu'elle s'assoie. « Elle rappelle l'océan avant une tempête. » Claire rougit légèrement du compliment. « Merci pour tout ceci. Je n'arrive toujours pas à croire à votre générosité envers une parfaite inconnue. » Rémi sourit énigmatiquement. « Peut-être ne sommes-nous pas si étrangers l'un à l'autre. » Avant que Claire ne puisse questionner le sens de cette phrase, Madame Béatrice, une dame à l'apparence maternelle, entra en portant une soupière fumante. « Crème de potiron au gingembre », annonça-t-elle avec un sourire chaleureux. « Parfait pour une nuit froide comme celle-ci. » Durant le dîner, servi en plusieurs délicieuses étapes, la conversation s'écoula naturellement. Rémi interrogea Claire sur ses études, ses aspirations professionnelles, ses projets préférés. Elle parla avec passion de son amour pour l'architecture durable et de son rêve de créer des espaces qui respectent l'environnement tout en procurant du bien-être aux utilisateurs. « Exactement ce que je défends dans mon travail », observa Rémi, sincèrement impressionné. « Il est rare de trouver des jeunes architectes avec cette vision holistique. En fait, c'est votre livre, Architecture biophilique, qui m'a inspiré à suivre cette voie, confessa Claire. Je l'ai lu en première année d'université, et cela a complètement changé ma perspective. » Rémi sembla touché par cette révélation. « C'est gratifiant de savoir que mes idées ont trouvé un écho dans un esprit jeune et brillant comme le vôtre. » Le dessert, un flan caramel parfait, fut servi au son de plus de tonnerre, qui semblait de plus en plus proche. Les lumières du manoir clignotèrent plusieurs fois. « On dirait que la tempête s'aggrave, » commenta Rémi. « Le système électrique ici est ancien, malgré toutes les rénovations. Je ne serais pas surpris si nous perdions l'électricité à un moment donné. » Comme si ces paroles avaient le pouvoir de commander les éléments, un grondement particulièrement fort secoua les fenêtres et, quelques secondes plus tard, toute la maison plongea dans l'obscurité. Seules les bougies sur la table à manger continuaient d'offrir leur lumière tremblotante. « Bienvenue officiellement au manoir des Acacias », plaisanta Rémi, se levant pour allumer plus de bougies stratégiquement placées sur des consoles autour de la salle. On dit qu'une vieille maison n'accepte vraiment un visiteur qu'après avoir montré son tempérament. Claire rit, charmée par la façon dont il transformait un inconvénient en quelque chose de presque magique. « Dans ce cas, je crois que j'ai été accepté. » Marcel apparut avec des lampes torches et plus de bougies. « Le générateur devrait se mettre en marche bientôt, monsieur, mais la tempête a endommagé quelque chose dans le câblage extérieur. »« Ne vous inquiétez pas, Marcel, » répondit Rémi tranquillement. « Nous en profiterons pour montrer à notre invité combien la maison devient encore plus spéciale à la lueur des bougies. » Lampe torche à la main, Rémi invita Claire à découvrir le reste du manoir. Ils parcoururent des pièces qui semblaient raconter des histoires d'époques révolues. Une salle de bal avec des miroirs qui multipliaient l'éclat des bougies, une bibliothèque avec des milliers de volumes organisés par thème, une salle de musique où un piano à queue Steinway attendait silencieusement des mains qui ne le toucheraient plus jamais. « C'est ici qu'Émilie passait la plupart de son temps, » dit Rémi, passant ses doigts sur les touches sans les presser. Elle disait que l'acoustique de cette pièce était parfaite. Claire perçut combien il souffrait encore de cette perte. Il y avait une douleur contenue dans chaque mention du nom de son épouse, comme une blessure qui refusait de cicatriser complètement. « Vous jouez » demanda-t-elle, tentant d'alléger ce moment mélancolique. Rémi secoua la tête. « Je n'ai jamais eu de talent pour la musique. Mon don a toujours été de créer des espaces, pas des sons. » Il sourit doucement. « Mais j'adorais l'entendre jouer. » Continuant la visite, ils arrivèrent à une porte sculptée au bout d'un couloir. Rémi hésita brièvement avant de l'ouvrir. « Voici mon bureau personnel », expliqua-t-il, laissant entrer Claire. « C'est là que naissent tous mes projets. » La pièce était un fascinant mélange de studio d'architecture traditionnelle et de laboratoire créatif moderne. Des planches à dessin coexistaient avec des ordinateurs de dernière génération. Des maquettes à l'échelle de divers projets occupaient étagères et tables. Les murs étaient couverts d'esquisses, de plans et de photographies d'œuvres achevées. « C'est incroyable !» admira Claire, s'approchant d'une maquette détaillée qu'elle reconnut immédiatement. « C'est le centre culturel Victor Hugo à Lyon. Je l'ai visité l'année dernière lors d'un voyage d'études. Un de mes projets préférés, confirma Rémi. Ce fut un défi d'intégrer le bâtiment historique à l'extension contemporaine. En explorant le bureau, Claire remarqua une étagère partiellement cachée par un rideau.
Poussée par la curiosité, elle écarta légèrement le tissu, révélant une collection d'albums anciens et de boîtes ornées. « Ce sont des souvenirs de famille », expliqua Rémi, remarquant son intérêt. « Certains datent du 19e siècle, quand mes ancêtres sont arrivés dans la région. » Claire allait respectueusement s'éloigner quand quelque chose attira son attention. Une boîte en bois sculptée avec les initiales MCL en cuivre. « Puis-je » demanda-t-elle, indiquant la boîte. Rémi parut momentanément tendu, mais acquiesça. « Bien sûr. » Avec précaution, Claire prit la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva un vieux journal à la couverture de cuir rouge usé. En l'ouvrant, elle découvrit une calligraphie élégante, datée de 1895. « Marie-Claire Lefebvre », lut Rémi, observant la première page par-dessus l'épaule de Claire. « Mon arrière-arrière-grand-mère. » C'était une femme extraordinaire pour son époque. Elle administrait seule les propriétés de la famille, pendant que son mari voyageait à travers le monde. Claire feuilleta quelques pages, fascinée par les descriptions détaillées de la société de Saint-Germain à la fin du XIXe siècle. Marie-Claire écrivait sur les bals au château royal, les après-midi de thé avec la famille royale, les villégiatures de l'élite parisienne qui échappait à la chaleur de la capitale. Soudain, un nom familier sauta aux yeux de Claire. Aujourd'hui, j'ai reçu la visite d'Auguste Moreau et de sa charmante fille Hélène. Le pauvre homme semble dévasté par la perte récente de son épouse, mais trouve du réconfort dans l'éducation de la petite, qui montre un talent extraordinaire pour le piano, malgré son jeune âge. Claire sentit son cœur s'accélérer. « Moreau, c'est mon nom de famille. » Rémi ne sembla pas surpris. « Je sais. »« Comment ça, vous savez ?» demanda Claire, confuse. Rémi prit doucement le journal de ses mains et tourna quelques pages jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. « Ici, » dit-il, pointant une entrée datée de 1896. « Le jeune François Lefebvre, mon fils cadet, est revenu aujourd'hui de Paris. Je peux à peine contenir ma joie de le revoir après 3 ans d'absence. Il a rapporté avec lui des idées modernes sur l'architecture et l'urbanisme qui vont certainement faire sensation dans la société conservatrice de Saint-Germain. Plus surprenant encore fut de découvrir son affection pour Hélène Moreau, qui s'est épanouie en une belle jeune femme pendant son absence. Auguste hésite à accepter cette romance, craignant de perdre la seule famille qui lui reste, mais je vois dans ses yeux qu'il ne résistera pas longtemps à l'amour véritable qui unit les jeunes gens. » Claire regarda Rémi, stupéfaite. « Vous suggérez que nous sommes parents ?»« Pas exactement, » répondit-il, feuilletant encore quelques pages. « François et Hélène se sont fiancés, mais ne se sont jamais mariés. Un désaccord entre les familles a séparé le couple. Hélène a fini par épouser un commerçant de Paris, tandis que François est resté célibataire le reste de sa vie, se consacrant entièrement à l'architecture. Mais alors, quel est le lien entre nous ? » Rémi ferma le journal et le remit dans la boîte. « L'histoire est complexe et s'étend sur des générations. Ce journal n'est qu'une pièce du puzzle. » Claire sentit qu'il évitait quelque chose, retenant des informations importantes. « Pourquoi ai-je l'impression que vous saviez déjà qui j'étais quand vous m'avez trouvé dans la rue ?» Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres de Rémi. « Peut-être que je vous attendais depuis plus longtemps que vous ne l'imaginez. » Avant que Claire ne puisse insister, les lumières clignotèrent et se rallumèrent. Le générateur avait finalement commencé à fonctionner. L'atmosphère intime créée par les bougies céda la place à la clarté électrique qui, d'une certaine façon, semblait moins révélatrice que la pénombre précédente. « Il se fait tard, » dit Rémi, consultant sa montre. « Nous continuerons cette conversation demain, si cela ne vous dérange pas. Il y a beaucoup plus à découvrir. » Claire acquiesça, bien qu'insatisfaite de l'interruption abrupte de la conversation. En retournant vers sa chambre, elle ne pouvait s'empêcher de penser au journal et aux coïncidences, si tant est que ce n'étaient que des coïncidences qui avaient guidé ses pas jusqu'à ce manoir. Déjà allongée dans le confortable lit de la chambre bleue, avec la tempête battant encore les fenêtres, Claire essayait d'organiser ses pensées. Pourquoi Rémi possédait-il ce livre avec une dédicace à quelqu'un avec l'initiale C? Pourquoi semblait-il connaître son histoire avant même qu'elle ne la raconte? Et quels autres secrets ce journal gardait-il sur la connexion entre les familles Lefebvre et Moreau? Déterminée à en découvrir davantage, Claire attendit que le silence s'installe dans le manoir. Puis, guidée seulement par la faible lumière de la lampe de chevet, elle se leva et ouvrit prudemment la porte de la chambre. Le couloir était désert. Il était temps de retourner au bureau de Rémi et de poursuivre son investigation dans le journal de Marie-Claire Lefebvre.
Quelque chose lui disait que les réponses qu'elle cherchait étaient écrites dans ces pages jaunies par le temps, attendant patiemment d'être découvertes. Claire marchait dans le couloir sombre avec des pas prudents, guidée uniquement par la faible lumière de son téléphone portable. Le manoir semblait différent la nuit, comme s'il prenait vie. Les contours des meubles anciens projetaient des ombres fantomatiques sur les murs, et le parquet émettait occasionnellement des craquements qui résonnaient dans le silence. La tempête continuait dehors, servant de bande sonore parfaite pour sa mission clandestine. En arrivant à la porte du bureau de Rémi, Claire hésita. Elle allait envahir l'intimité de son hôte, l'homme qui l'avait généreusement accueilli. Mais la curiosité était plus forte. Les coïncidences étaient trop nombreuses pour être ignorées, et elle devait comprendre la connexion entre leurs familles que Rémi semblait si bien connaître. En tournant lentement la poignée, elle découvrit que la porte n'était pas verrouillée. Le bureau était plongé dans la pénombre, éclairé seulement par les éclairs occasionnels qui pénétraient par les fenêtres. Claire dirigea la lumière de son téléphone vers l'étagère partiellement couverte par le rideau. La boîte contenant le journal de Marie-Claire Lefebvre était exactement là où Rémi l'avait laissé. Le cœur battant, Claire prit le journal et s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. Elle commença à feuilleter les pages avec soin, cherchant plus d'informations sur Hélène Moreau et sa famille. Les entrées étaient fascinantes, révélant non seulement la vie sociale de l'élite de Saint-Germain au XIXe siècle, mais aussi les pensées intimes d'une femme en avance sur son temps. Une entrée spécifique, datée de décembre 1896, attira son attention. « Aujourd'hui, j'ai assisté à une scène qui m'a brisé le cœur. Hélène est venue chez nous pour rendre la bague de fiançailles à François. Elle était pâle, et ses yeux rougis trahissaient des nuits blanches. Elle a dit que son père lui avait interdit de poursuivre cet engagement, lui révélant un secret de famille qui rendait impossible l'union avec mon fils. François a supplié pour des explications, mais elle a refusé de révéler la raison. Elle a simplement dit, entre deux larmes, que certaines histoires du passé sont trop puissantes pour être défiées. Je crains pour l'état émotionnel de mon fils, qui s'est enfermé dans son atelier et refuse de manger ou de parler à quiconque. » Claire tourna encore quelques pages, cherchant des éclaircissements sur le mystérieux secret mentionné. Elle trouva une autre entrée pertinente, celle-ci de janvier 1897. « Auguste Moreau est venu me rendre visite aujourd'hui, ce qui est extraordinaire compte tenu de notre éloignement depuis la rupture des fiançailles. Il semblait vieilli et portait le poids de préoccupations invisibles. Il m'a confessé, après beaucoup d'hésitation, la véritable raison d'empêcher le mariage. Apparemment, il y a une malédiction dans la famille Moreau qui affecte les femmes depuis des générations. Selon lui, toute Moreau qui se marie par amour perd son compagnon de façon tragique avant de compléter une année de mariage. Hélène, craignant que le même destin n'atteigne François, a préféré s'éloigner plutôt que de risquer sa vie. Auguste croit fermement à cette superstition, citant des exemples de plusieurs générations, y compris sa propre épouse. J'ai tenté d'argumenter contre une telle absurdité, mais il est inflexible. Comment des personnes éduquées, à l'aube du XXe siècle, peuvent-elles encore se laisser guider par des croyances médiévales? Claire sentit un frisson parcourir son échine. Sa mère aussi était partie quand elle était petite, laissant son père dévasté. Serait-il possible que... Non, c'était absurde de croire aux malédictions de nos jours. Ce devait être juste une triste coïncidence. Elle continua à lire, absorbée par les histoires du passé. Le journal sautait certaines périodes, Marie-Claire mentionnant occasionnellement des nouvelles d'Hélène et François. Apparemment, Hélène avait épousé un commerçant nommé Charles Dubois et déménagé à Paris. François, quant à lui, avait voyagé en Europe où il était resté plusieurs années, ne revenant qu'après la mort de ses parents pour reprendre les affaires familiales. Une dernière entrée, datée de 1920, apporta une révélation surprenante. François est revenu d'Europe avec un fils de 10 ans, Antoine. Le garçon est l'image de son père, avec les mêmes yeux intenses et la même passion pour dessiner des bâtiments. François n'a jamais révélé l'identité de la mère du garçon, mais je ne peux m'empêcher de remarquer la ressemblance frappante avec Hélène dans son sourire et dans la façon dont il incline légèrement la tête quand il se concentre. Serait-il possible que, malgré tous les obstacles, il se soit retrouvé? Le destin a des façons mystérieuses de corriger ses propres détours. Claire ferma le journal, se sentant émotionnellement submergée. Si ses soupçons étaient corrects, il existait une connexion ancestrale entre elle et Rémi, une histoire d'amour interrompue qui résonnait à travers les générations.
Mais il manquait encore des pièces au puzzle. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?» La voix grave de Rémi la fit sursauter. Il se tenait à la porte du bureau, l'observant avec une expression qui mêlait amusement et compréhension. « Je suis désolé, » balbutia Claire, gênée d'avoir été surprise en train de fouiner. « Je n'ai pas pu résister. J'avais besoin d'en savoir plus. » Rémi entra dans le bureau et alluma une lampe, dissipant partiellement les ombres. Il ne semblait pas en colère, juste curieux. « Et qu'avez-vous découvert ?» demanda-t-il, s'asseyant dans le fauteuil face à elle. Claire prit une profonde respiration avant de répondre. Apparemment, nos familles n'ont été liées dans le passé. Hélène Moreau et François Lefebvre étaient fiancés, mais se sont séparés à cause d'une prétendue malédiction. Et il y a des suggestions qu'ils aient pu avoir un enfant ensemble, même après la séparation. Rémi acquiesça lentement. L'histoire est encore plus complexe que cela. Antoine Lefebvre était bien le fils de François et Hélène. Ils se sont retrouvés à Paris des années plus tard, quand Hélène était déjà veuve. Ils ont eu une brève romance qui a abouti à la naissance d'Antoine, mais Hélène, craignant encore la malédiction, a abandonné l'enfant aux soins de François et a disparu à nouveau. « Comment savez-vous tout cela ?» demanda Claire, confuse. « J'ai d'autres journaux, des lettres, des documents de famille qui ont été transmis de génération en génération. » Rémi se leva et marcha vers une étagère différente, en retirant une boîte métallique. De l'intérieur, il sortit une enveloppe jaunie. Cette lettre a été écrite par Hélène à François, sur son lit de mort. Claire reçut l'enveloppe d'une main tremblante. La lettre, datée de 1935, était écrite d'une calligraphie tremblante mais encore élégante. « Mon bien-aimé François, alors que la vie m'abandonne lentement, je ressens le besoin de finalement confesser toute la vérité. Notre séparation n'a jamais été causée par un manque d'amour, mais par la peur qui me consumait. La supposée malédiction des Moreau n'était qu'une invention de mon père, désespéré de maintenir intacte la fortune familiale. Il craignait que son empire commercial ne se dilue avec mon mariage et a créé cette farce pour m'éloigner de toi. Lorsque nous nous sommes retrouvés à Paris, j'avais déjà découvert le mensonge, mais j'étais piégé dans un mariage malheureux. Notre bref moment ensemble a été la seule période de vrai bonheur que j'ai connue depuis notre séparation. Notre fils, Antoine, porte le meilleur de nous deux. Je te demande de le protéger de l'amertume qui a marqué nos vies et de lui raconter la vérité quand ce sera approprié. Il y a une dernière confession que je dois faire. J'ai emporté avec moi une partie de ton héritage. Le projet original du manoir des Acacias, dessiné par toi pour être notre foyer, est resté avec moi toutes ces années. Il est caché à l'intérieur du piano qui appartenait à ma mère, maintenant en possession de ma cousine à Saint-Germain. Un jour, j'espère que nos descendants pourront le récupérer et enfin réaliser le rêve qui nous a été refusé. Avec un amour éternel, Hélène. Claire regarda Rémi perplexe. Alors vous avez reconstruit cette maison en vous basant sur un projet ancestral? Pas exactement, répondit-il. Le projet original n'a jamais été retrouvé. J'ai reconstruit le manoir des Acacias en me basant sur d'anciennes photographies et les quelques esquisses qui restaient dans les archives de François. Mais j'ai toujours su l'existence de ce projet perdu. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Demanda Claire, sentant qu'elle s'approchait enfin du cœur de la question. Rémi hésita avant de répondre. Claire, vous êtes une descendante directe d'Hélène Moreau, à travers une branche de la famille qui s'est établie en Bretagne. Votre père, Antoine Moreau, est l'arrière-arrière-petit-fils d'Hélène. Et vous? Je suis descendant d'Antoine Lefebvre, le fils de François et Hélène. Nous sommes des cousins éloignés, séparés par des générations, mais unis par le même sang. Claire essayait d'assimiler toutes ces informations. C'était surréaliste de découvrir qu'il y avait une connexion si profonde avec un homme qu'elle n'avait rencontré que quelques heures auparavant. Comment avez-vous découvert tout cela? Comment saviez-vous qui j'étais? Rémi sourit mélancoliquement. J'ai toujours été fasciné par notre histoire familiale. J'ai passé des années à rechercher, à connecter les points, à tracer les descendants des Moreau et des Lefebvre. Quand j'ai trouvé des informations sur votre père et vous, j'ai été intrigué. Une jeune étudiante en architecture, avec les mêmes yeux verts qu'Hélène sur les anciennes photographies, cela semblait destiné. Vous me cherchiez? Demanda Claire, entre choc et flatterie. Disons que j'étais ouvert à la possibilité que nos chemins se croisent, répondit Rémi énigmatiquement. Quand je vous ai vu dans cette rue, pendant la tempête, j'ai su immédiatement qui vous étiez. Les mêmes traits, la même détermination dans le regard, c'était comme voir un fantôme du passé.
Un silence chargé de sens s'installa entre eux, brisé seulement par le son lointain du tonnerre. La tempête commençait à s'éloigner, mais l'agitation intérieure de Claire ne faisait qu'augmenter. Pourquoi mon père n'a-t-il jamais mentionné tout cela? Pourquoi cacher notre histoire familiale? Rémi haussa les épaules. Peut-être ne savait-il pas. Beaucoup de familles perdent contact avec leurs origines au fil du temps. Ou peut-être, à ce moment, ils furent interrompus par des coups urgents à la porte principale du manoir, si forts qu'ils purent être entendus même depuis le bureau. Rémi fronça les sourcils, consultant sa montre. Qui pourrait-ce être à cette heure? Marcel apparut à la porte du bureau, l'air préoccupé. « Monsieur, pardonnez-moi de vous déranger, mais il y a une dame qui insiste pour parler à mademoiselle Claire. Elle dit être sa belle-mère. » Claire pâlit instantanément. « Sylvie? Ici? Comment a-t-elle su où me trouver? Dois-je la renvoyer, monsieur ?» demanda Marcel, visiblement mal à l'aise avec la situation. Rémi regarda Claire, lui laissant la décision. « Que voulez-vous faire ?» Claire respira profondément, rassemblant son courage. Après tout ce qu'elle avait découvert cette nuit, affronter Sylvie semblait moins intimidant. « Je vais lui parler. Je veux comprendre pourquoi elle est venue me chercher. » Rémi acquiesça, admirant sa détermination. « Je serai à vos côtés si vous avez besoin. » Ensemble, ils descendirent les escaliers vers le hall d'entrée où Sylvie attendait, trempée par la pluie et avec une expression qui mêlait anxiété et irritation. En voyant Claire, ses yeux s'écarquillèrent en un mélange de soulagement et quelque chose d'autre, quelque chose que Claire n'arrivait pas à déchiffrer complètement. Était-ce de la culpabilité? « Claire, » dit Sylvie, sa voix moins arrogante que d'habitude. « Dieu merci, vous allez bien. Nous devons parler. » Rémi fit un pas en avant, se positionnant de manière protectrice à côté de Claire. « Bonsoir, madame. Je suis Rémi Lefebvre, propriétaire de cette maison. Claire est sous ma protection maintenant. » Sylvie étudia Rémi avec intensité, comme si elle voyait un fantôme. Puis, à la grande surprise de Claire, elle murmura « Alors c'est vrai, l'histoire se répète. De quoi parlez-vous » demanda Claire, confuse. Sylvie sembla reprendre contenance. « Votre père est rentré de voyage plus tôt. Il est dévasté par votre disparition. Nous avons besoin que vous rentriez immédiatement. Pour être maltraité à nouveau, pour être expulsé la prochaine fois que vous vous énerverez, répondit Claire, sentant la colère revenir. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, insista Sylvie, jetant des regards nerveux vers Rémi. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez, Claire, des secrets gardés pendant des générations. J'ai besoin que vous veniez avec moi maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Rémi croisa les bras, son expression se durcissant. Quel secret, exactement? À propos de la fausse malédiction des Moreau ou du projet caché du manoir des Acacias? Le visage de Sylvie pâlit visiblement. Comment vous... Peu importe. Claire, s'il vous plaît, votre père vous attend. Il a quelque chose de très important à vous dire. Claire se sentait partagée. Une partie d'elle voulait rester au manoir, continuer à découvrir les secrets du passé avec Rémi. Une autre partie aspirait à se réconcilier avec son père, comprendre pourquoi tant de secrets avaient été gardés. « Je vais venir avec vous », décida-t-elle finalement, mais seulement pour parler à mon père. Ensuite, je prendrai ma propre décision sur où rester. Rémi sembla déçu, mais respecta son choix. Je serai là quand vous déciderez de revenir. Il y a beaucoup plus à découvrir, Claire. Notre histoire n'est pas encore terminée. Tandis qu'elle se préparait à partir avec Sylvie, Claire sentit qu'elle était à l'épicentre d'une intrigue qui transcendait les générations. Quel que soit le secret que gardait son père, elle était déterminée à le découvrir et enfin comprendre sa véritable place dans cette complexe toile familiale. Le trajet du manoir des Acacias jusqu'à la résidence des Moreau fut marqué par un silence tendu. La tempête s'était atténuée en une fine bruine, mais l'air restait chargé, tant par l'humidité que par les non-dits entre Claire et Sylvie. La voiture serpentait dans les rues étroites de Saint-Germain, les gouttes de pluie glissant sur les vitres comme des larmes silencieuses. « Comment m'avez-vous trouvé » demanda finalement Claire, incapable de contenir sa curiosité. Sylvie garda les yeux fixés sur la route, ses mains serrant le volant plus fort que nécessaire. « Une voisine vous a vu entrer dans la voiture de Rémi Lefebvre. Saint-Germain est une petite ville, Claire. Les nouvelles circulant vite, surtout quand elles impliquent quelqu'un d'aussi connu. Et pourquoi vous êtes-vous donné la peine de me chercher après m'avoir chassé ?» Un soupir fatigué s'échappa des lèvres de Sylvie. « Les choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent.
Je n'ai jamais vraiment voulu que vous quittiez la maison. C'était une erreur de jugement. Claire laissa échapper un rire amer. Une erreur de jugement? Vous avez détruit mes projets universitaires et crié pour que je ne revienne jamais. J'ai agi impulsivement, admit Sylvie, surprenant Claire par son ton presque repentant. Quand votre père a appelé pour dire qu'il rentrerait plus tôt que prévu, j'ai paniqué. Je savais qu'il n'approuverait pas ce que j'avais fait, et j'ai essayé de corriger la situation avant qu'il ne le découvre. Claire étudia le profil de sa belle-mère avec méfiance. En 3 ans de cohabitation, elle ne l'avait jamais vu montrer de la vulnérabilité ou admettre ses erreurs. Quelque chose avait changé. « Que veut me dire mon père ?» demanda-t-elle directement. Rémi a mentionné des secrets de famille, une prétendue malédiction. La voiture fit un virage brusque, manquant de déraper sur l'asphalte mouillé. Sylvie reprit rapidement le contrôle, mais son visage avait perdu ses couleurs. « Rémi Lefebvre ne devrait pas être impliqué dans tout cela, dit-elle, la voix tremblante. Il ne comprend pas les conséquences de réveiller des histoires endormies depuis si longtemps. »« Quelles histoires ?»« Votre père expliquera tout, » répondit évasivement Sylvie. « Ce n'est pas à moi de le faire. » Le reste du trajet se déroula en silence. Claire observait le paysage familier des rues de Saint-Germain, se sentant comme si elle avait été absente pendant des mois, et non juste une journée. Quand ils arrivèrent enfin à la maison de la famille Moreau, une élégante construction de style colonial, beaucoup plus petite que le manoir de Rémi, mais tout de même imposante, Claire ressentit un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'ils ne sortent de la voiture. Antoine Moreau était là, grande figure imposante dont les cheveux grisonnants et le visage marqué par des rides d'expression trahissaient la cinquantaine bien entamée. Ses yeux, du même vert intense que ceux de Claire, étaient rouges et gonflés, comme s'il avait pleuré. « Claire !» s'exclama-t-il, courant pour l'embrasser dès qu'elle sortit de la voiture. « Ma fille, Dieu merci, tu vas bien ?» L'étreinte serrée de son père fit réaliser à Claire combien il lui avait manqué ces derniers mois. Malgré la colère et la confusion, elle ne put s'empêcher de rendre le geste avec la même intensité. « Entrons !» dit Antoine, passant son bras autour des épaules de sa fille. « Nous avons beaucoup à nous dire. » La maison était silencieuse et partiellement dans l'obscurité. Claire remarqua que les filles de Sylvie n'étaient pas présentes, ce qui était inhabituel. Normalement, Delphine et Valérie ne manquèrent pas une occasion d'assister à un drame familial. « J'ai envoyé les filles chez leur grand-mère », expliqua Sylvie, comme si elle lisait dans ses pensées. « Cette conversation est juste pour nous 3. » Antoine conduisit Claire dans son bureau, une pièce confortable décorée de meubles anciens et d'étagères remplies de livres et de photos de famille. Un portrait de Claire avec sa mère, pris peu avant son décès, occupait une place d'honneur sur le bureau. À côté, étonnamment, il y avait une photo sépia d'un couple que Claire reconnut immédiatement. Hélène et François. « Vous saviez ?» affirma Claire, pointant la photographie. « Vous connaissez toute l'histoire de notre famille. » Antoine acquiesça gravement, indiquant un fauteuil pour que Claire s'assoie. Lui-même resta debout, comme s'il avait besoin de bouger pour organiser ses pensées. « J'ai toujours su, ma fille, l'histoire d'Hélène et François, la séparation forcée, les retrouvailles à Paris, tout cela fait partie de l'héritage des Moreau. J'ai grandi en entendant ces histoires, tout comme mon père et mon grand-père avant moi. »« Et la malédiction ?» demanda Claire. « Rémi m'a dit que c'était une invention du père d'Hélène pour empêcher le mariage. » Antoine échangea un regard significatif avec Sylvie avant de répondre. « Les choses ne sont pas si simples. C'est vrai qu'Auguste Moreau a utilisé l'histoire de la malédiction comme excuse pour séparer Hélène de François. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas une part de vérité derrière. » Claire fronça les sourcils, confuse. « Vous dites que vous croyez à une malédiction familiale au XXIe siècle ? » « Il ne s'agit pas de croire ou non, » répondit Antoine, passant la main dans ses cheveux grisonnants, en un geste de frustration. « Il s'agit d'observer des schémas qui se répètent, génération après génération. Quand un Moreau et un Lefebvre s'unissent, quelque chose arrive toujours pour les séparer. Toujours. Des coïncidences, argumenta Claire. Ça ne peut être que ça. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai rencontré ta mère, dit Antoine, sa voix s'adoucissant en mentionnant son épouse décédée. Camille était la femme la plus rationnelle que j'ai jamais connue. Elle riait quand je mentionnais les superstitions familiales. Nous nous sommes mariés amoureux, déterminés à briser toute malédiction qui pourrait exister. Claire sentit un nœud dans sa gorge. Et puis elle est tombée malade. Oui, Antoine,
s'assit lourdement dans son fauteuil, paraissant soudainement beaucoup plus âgée. Un jour, elle était en parfaite santé, le lendemain. Tout a été si soudain, si inexplicable. Les médecins n'ont jamais pu établir un diagnostic précis. Cela ne prouve rien, insista Claire, refusant d'accepter l'idée d'une malédiction. Les maladies arrivent, les tragédies arrivent. Cela ne signifie pas qu'une force surnaturelle persécute notre famille. Je suis d'accord, la surprit Sylvie, qui était restée silencieuse jusqu'alors à la porte du bureau. Je ne crois pas aux malédictions, mais je crois aux personnes désespérées de protéger leurs intérêts. Antoine lui lança un regard d'avertissement, mais Sylvie poursuivit. Réfléchissez, Claire. Une famille riche et puissante comme les Lefebvre, avec des connexions politiques et économiques. Une famille émergente comme les Moreau, tentant de consolider sa position sociale. Il y a plus en jeu que l'amour romantique dans ces mariages. Qu'insinuez-vous exactement ? Demanda Claire, intriguée par cette nouvelle perspective. Je suggère que ce n'est peut-être pas une malédiction, mais un sabotage, répondit Sylvie. Quelqu'un ayant intérêt à maintenir les familles séparées, génération après génération. Antoine parut mal à l'aise face à cette théorie. C'est de la spéculation, Sylvie. Nous n'avons aucune preuve de tout cela. Nous n'avons pas non plus de preuve d'une malédiction, rétorqua-t-elle. Mais nous avons des schémas, comme vous l'avez dit vous-même, et nous avons aussi ceci. Sylvie sortit de sa poche une clé USB et la tendit à Claire. J'ai trouvé cela caché parmi les affaires de ma mère après son décès l'année dernière. Elle a travaillé comme gouvernante pour la famille Lefebvre pendant des décennies avant de se marier. Apparemment, elle tenait des archives détaillées sur les deux familles. Claire regarda la clé USB dans sa main, sentant son poids comme s'il était beaucoup plus important qu'il ne l'était réellement. Qu'y a-t-il là-dedans ? Des documents, des photos, des correspondances numérisées, des choses que ma mère a collectées au fil des ans, y compris des informations sur un certain projet architectural caché dans un piano. Claire écarquilla les yeux, regardant tour à tour Sylvie et son père. Vous savez à propos du projet original du manoir des Acacias ? Antoine acquiesça lentement. Le projet que François a dessiné pour lui et Hélène. Selon la légende familiale, il contient non seulement les dessins de la maison, mais aussi l'emplacement d'un trésor qu'Auguste Moreau a caché, les bijoux de famille qui auraient constitué la dot d'Hélène. Il les a dissimulés pour qu'ils ne soient pas perdus au profit des Lefebvre par le mariage. Et où est ce piano maintenant ? Demanda Claire, se sentant comme une détective sur le point de résoudre un mystère centenaire. C'est la grande question, répondit Sylvie. Le piano est passé entre les mains de plusieurs membres de la famille Moreau au fil des décennies. La dernière trace que nous avons, c'est qu'il était chez votre grand-mère paternelle, Béatrice, qu'il a vendu à un collectionneur anonyme dans les années 1980. Un collectionneur anonyme qui, je le soupçonne fortement, était Gustave Lefebvre, le père de Rémi, compléta Antoine. Et si j'ai raison, le piano pourrait se trouver en ce moment même au manoir des Acacias. Claire sentit une vague d'excitation parcourir son corps. Dans la salle de musique, j'y ai vu un Steinway ancien. Rémi a dit qu'il appartenait à son épouse, Émilie. Émilie, murmura Sylvie avec une expression étrange. Rémi vous a parlé d'elle ? Seulement qu'elle était pianiste et qu'elle est décédée il y a 3 ans. Sylvie et Antoine échangèrent à nouveau des regards tendus, comme s'ils partageaient un secret qu'ils hésitaient à révéler. « Quoi ?» demanda Claire, fatiguée des demi-vérités. « Si vous savez quelque chose sur Émilie, dites-le-moi. » Antoine soupira profondément avant de répondre. « Émilie était une Moreau, Claire, ma cousine au second degré. Elle et Rémi se sont rencontrés lors d'un festival d'architecture à Paris, sont tombés amoureux et se sont mariés malgré leur connaissance de l'histoire des familles. Et laissez-moi deviner, dit Claire, sentant une pointe d'appréhension. Elle est morte mystérieusement, avant qu'ils n'atteignent leur première année de mariage. En fait, non, répondit Antoine, la surprenant. Ils étaient mariés depuis près de 10 ans quand l'accident est survenu. C'était la première fois qu'un couple Lefebvre-Moreau réussissait à dépasser le délai de la supposée malédiction. Alors cela prouve qu'il n'y a aucune malédiction, s'exclama Claire, se sentant justifiée. Ou cela prouve qu'ils ont trouvé un moyen de la briser, suggéra Sylvie. Peut-être grâce au projet caché dans le piano. Claire regarda la clé USB dans sa main, puis la photographie d'Hélène et François sur le bureau. « Pourquoi me racontez-vous tout cela maintenant, papa? Pourquoi pas avant ?» Antoine s'approcha et s'agenouilla devant sa fille, prenant ses mains dans les siennes. Ses yeux verts, si semblables à ceux de Claire, étaient embués de larmes. « Parce que j'ai essayé de te protéger, ma fille.
J'ai pensé qu'en te tenant éloigné des Lefebvre, j'éviterais que l'histoire ne se répète. Quand j'ai appris que Rémi était revenu à Saint-Germain après la mort d'Émilie, j'ai été terrifié. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que vos chemins ne se croisent. C'est pourquoi j'ai accepté le projet en Bretagne, pour garder mes distances. Et j'ai demandé à Sylvie de... Il hésita. De me tenir éloigné de tout ce qui concernait les Lefebvre, compléta Claire, comprenant enfin. C'est pour cela qu'elle a si mal réagi quand elle a découvert que je m'étais inscrite pour un stage au cabinet de Rémi à Paris. Sylvie acquiesça, semblant sincèrement repentante. « J'ai déchiré votre candidature avant que vous ne puissiez l'envoyer. C'était mal, je le sais, mais votre père était si inquiet et j'ai commencé à craindre aussi pour votre bien-être. Vous n'aviez pas le droit, dit Claire, la voix ferme mais sans colère. Vous n'avez pas le droit de décider de mon destin basé sur des superstitions ou des théories conspirationnistes. Tu as raison, concéda Antoine, surprenant tant Claire que Sylvie. C'est pourquoi je suis rentré plus tôt de voyage, pour te dire toute la vérité et te laisser décider par toi-même. Je ne m'attendais pas à ce que Sylvie perde la tête et chasse votre fille de la maison, compléta Sylvie avec un sourire triste. Ce n'était pas mon moment le plus brillant, je l'admets. Mais peut-être que c'était le destin agissant à nouveau, vous conduisant directement vers Rémi, comme c'est arrivé avec vos ancêtres. Claire réfléchit à toutes les révélations de cette extraordinaire nuit. L'histoire de sa famille était bien plus riche et complexe qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et maintenant, elle se trouvait au centre d'un mystère centenaire, impliquant un amour interdit, des fortunes cachées et possiblement une malédiction ou une conspiration qui traversait les générations. « Que comptez-vous faire maintenant » demanda Antoine, son expression mêlant inquiétude et résignation. Claire se leva, ressentant une détermination qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Je vais retourner au manoir des Acacias. Je vais trouver ce projet caché et découvrir la vérité une fois pour toutes. C'est dangereux, avertit Sylvie. Si j'ai raison à propos du sabotage, quelqu'un pourrait ne pas vouloir que ses secrets soient révélés. Je viens avec toi, déclara Antoine, surprenant les deux femmes. J'ai déjà perdu trop de temps à fuir le passé. Il est temps de l'affronter. À ce moment, le téléphone de Claire sonna. C'était un message de Rémi. J'ai besoin que vous reveniez immédiatement. J'ai une visite qui va beaucoup vous intéresser. Quelqu'un qui connaissait Émilie et qui pourrait savoir comment briser la malédiction des Moreau. Claire montra le message à son père et à sa belle-mère. Une nouvelle vague d'anxiété et d'anticipation parcourut la pièce. « Il semble que le destin nous appelle », commenta Antoine, prenant son manteau. « Il est temps de découvrir s'il y a vraiment une malédiction à briser ou seulement des fantômes du passé à exorciser. » Tandis qu'il se préparait à retourner au manoir des Acacias, Claire ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie avait complètement changé en moins de 24 heures. D'étudiante en architecture chassée de chez elle, à protagoniste d'une saga familiale qui traversait les siècles. Que découvrirait-elle encore avant que cette extraordinaire aventure ne s'achève? Le voyage de retour au manoir des Acacias fut tendu. Claire, Antoine et Sylvie roulaient en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. La pluie, qui avait accordé une trêve momentanée, revenait maintenant avec une force renouvelée. La radio locale diffusait des alertes concernant des glissements de terrain dans plusieurs zones de la ville, recommandant aux habitants de rester chez eux. Les prévisions indiquent que ce sera la pire tempête des 50 dernières années, informa le présentateur d'une voix grave. La protection civile alerte sur les risques d'inondation et de glissement de terrain dans toute la région. Évitez les déplacements non nécessaires. Peut-être devrions-nous faire demi-tour, suggéra Sylvie, visiblement nerveuse face aux conditions climatiques qui empiraient à chaque minute. Antoine resta ferme au volant. Nous ne pouvons pas reculer maintenant. C'est peut-être notre seule chance de découvrir la vérité. Claire observait par la fenêtre les lumières de la ville qui devenaient de plus en plus rares à mesure qu'ils approchèrent de la zone plus isolée où se trouvait le manoir. Son téléphone vibra avec un nouveau message de Rémi. La tempête s'aggrave. Soyez prudents sur la route. Édouard est impatient de vous rencontrer. Qui est Édouard? Demanda Antoine, jetant un coup d'œil rapide au message sur le téléphone de sa fille. Ce doit être l'ami de Rémi qui connaissait Émilie, répondit Claire. La personne qu'il a mentionnée dans son message précédent. Un coup de tonnerre particulièrement fort secoua la voiture, faisant pousser un petit cri de surprise à Sylvie. Quelques secondes plus tard, un arbre tomba à quelques mètres devant eux, bloquant partiellement la route. « C'est un signe », murmura Sylvie. « Nous ne devrions pas y aller. »
Antoine manœuvra habilement, contournant l'obstacle. Ne commencez pas avec les superstitions maintenant. C'est juste une tempête. Une tempête qui a commencé exactement quand Claire et Rémi se sont rencontrés, observa Sylvie. Vous ne trouvez pas ça étrange? Claire leva les yeux au ciel, bien qu'un léger frisson parcourût son échine. C'était vrai que la tempête semblait avoir une synchronicité étrange avec les événements récents. Mais scientifiquement, ce n'était qu'une coïncidence météorologique, rien de plus. Finalement, après un voyage qui sembla durer une éternité, ils aperçurent les portails du manoir des Acacias. Ils étaient entr'ouverts, comme si quelqu'un les attendait. Antoine ralentit, entrant prudemment dans la propriété. La pluie était si intense que les phares parvenaient à peine à éclairer le chemin devant eux. Le manoir se dressait majestueusement contre le ciel orageux, ses fenêtres illuminées offrant un contraste accueillant face à la fureur des éléments. En s'approchant, ils remarquèrent une autre voiture garée, une Audi noire immatriculée à Paris. « Le visiteur mystérieux est déjà arrivé », commenta Claire, ressentant un mélange de curiosité et d'appréhension. Dès qu'ils se garèrent, Marcel apparut à la porte principale avec un énorme parapluie. « Soyez les bienvenus », salua-t-il, les conduisant rapidement à l'intérieur du manoir. Monsieur Rémi et le docteur Édouard vous attendent dans la bibliothèque. L'intérieur de la maison était plus chaud et accueillant que Claire ne s'en souvenait. Des cheminées avaient été allumées dans plusieurs pièces, combattant l'humidité et le froid apportés par la tempête. Les tableaux anciens sur les murs semblèrent les observer avec des yeux curieux, comme s'ils étaient également impatients de connaître les développements de cette nuit extraordinaire. Marcel les conduisit jusqu'à une porte en bois sculptée au bout d'un couloir. En l'ouvrant, il révéla une vaste bibliothèque avec des étagères allant du sol au plafond, remplies de volumes reliés en cuir. Rémi se tenait debout près d'une table centrale, examinant d'anciens documents étalés dessus. À ses côtés, un homme d'environ 60 ans, aux cheveux grisonnants et portant des lunettes à fine monture, observait les papiers avec un intérêt égal. « Claire », sourit Rémi en la voyant, mais son regard se porta rapidement sur Antoine. Une ombre de reconnaissance et de tension passa sur son visage. « Monsieur Moreau, nous nous rencontrons enfin. »« Rémi Lefebvre », répondit Antoine avec une formalité qui ne cachait pas complètement la tension sous-jacente. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. »« J'imagine que oui, » dit Rémi, indiquant les chaises autour de la table. « Je vous en prie, asseyez-vous. Nous avons beaucoup à discuter. » L'homme plus âgé s'approcha, tendant la main pour saluer les nouveaux arrivants. « Édouard Bertrand », se présenta-t-il. « J'ai été le médecin d'Émilie pendant de nombreuses années et, j'ose dire, un ami proche de la famille. » Claire remarqua que Sylvie étudiait Édouard avec une intensité inhabituelle, comme si elle essayait de se rappeler où elle l'avait déjà vu. « Vous avez connu ma cousine ?» demanda Antoine, serrant la main d'Édouard. « Je l'ai connue », confirma Édouard. « Et j'ai aussi connu la malédiction qui a affligé votre famille pendant des générations. » Un silence pesant tomba sur la bibliothèque, brisé seulement par le son de la pluie frappant les fenêtres et le crépitement du bois dans la cheminée. Rémi fit un geste pour que tous s'asseyent. « Édouard n'est pas seulement médecin, » expliqua Rémi. « C'est aussi un chercheur dévoué en histoire familiale et en généalogie. C'est lui qui a aidé Émilie à enquêter sur l'origine de la supposée malédiction des Moreau. » « Et qu'ont-ils découvert ?» demanda Claire, se penchant en avant, impatiente. Édouard retira ses lunettes, les nettoyant méthodiquement avant de répondre. « Nous avons découvert qu'il n'existe aucune malédiction, au sens surnaturel du terme. Ce qui existe, c'est une conspiration soigneusement orchestrée qui s'étend sur plus d'un siècle. »« Je le savais !» s'exclama Sylvie, lançant un regard triomphant à Antoine. « Quelqu'un a intérêt à maintenir les familles séparées. »« Plus que cela, » poursuivit Édouard. Quelqu'un s'intéresse au trésor caché que le projet architectural original du manoir des Acacias révèle. Rémi s'approcha de la table, pointant vers des documents jaunis. Ce sont des copies de lettres échangées entre Auguste Moreau et son avocat. Elles confirment qu'il a caché une fortune considérable, pas seulement des bijoux, mais aussi des titres et des actes de propriété, craignant que le mariage d'Hélène avec François n'entraîne la perte du contrôle sur ses biens. « Et où étaient ces lettres ?» demanda Antoine, examinant les documents avec scepticisme. « Avec ma mère, » répondit Édouard, surprenant tout le monde. « Qui les avait elle-même reçues de ma grand-mère, confidente d'Hélène Moreau dans ces dernières années. » Claire essayait d'absorber toutes ces informations. « Alors, le trésor existe vraiment? Et le projet du piano est la clé pour le trouver ?»« Exactement, » confirma Rémi. «
Mais ce n'est pas tout. Le projet contient également une révélation qui pourrait enfin unir nos familles et mettre fin à la fausse malédiction une fois pour toutes. « Quelle révélation ?» demanda Sylvie, visiblement intriguée. Un coup de tonnerre assourdissant interrompit la conversation, suivi d'un éclair qui illumina toute la bibliothèque. Quelques secondes plus tard, le manoir plongea dans l'obscurité totale. « Le générateur devrait se mettre en marche bientôt », dit Rémi, se levant pour allumer plus de bougies. La tempête a dû abattre le réseau électrique de la région. Marcel entra précipitamment, portant des lampes torches. « Monsieur, je crains que le générateur ne fonctionne pas. Il semble avoir été endommagé par l'eau. Et il y a de plus mauvaises nouvelles. La protection civile vient d'émettre une alerte d'évacuation pour les zones proches de la rivière. Le barrage est sous pression et pourrait céder à tout moment. Nous sommes isolés, conclut Rémi, observant la pluie torrentielle par la fenêtre. Les routes sont probablement déjà bloquées par les glissements de terrain. Alors nous sommes piégés ici, murmura Sylvie, un tremblement de peur dans sa voix. Peut-être est-ce à nouveau le destin, commenta Édouard avec un sourire énigmatique. Tous les impliqués dans cette histoire réunis dans la maison qui est au centre de tout, pendant la tempête du siècle. Claire se leva, une détermination croissante s'emparant d'elle. Si nous sommes coincés ici, nous pouvons utiliser ce temps pour résoudre ce mystère une fois pour toutes. Où est le piano ? Rémi prit une lampe torche éclairant le chemin jusqu'à la porte. Dans la salle de musique, comme vous l'avez déjà vu, mais nous n'y avons jamais rien trouvé, malgré plusieurs recherches au fil des ans. Peut-être ne saviez-vous pas exactement où chercher, suggéra Antoine, se joignant à eux. Les lettres mentionnent-elles un indice spécifique ? Seulement que le projet est caché là où seuls les doigts d'un véritable Moreau pourraient le trouver, répondit Édouard, citant de mémoire. Le groupe suivit les couloirs sombres du manoir, les lampes torches créant des ombres fantomatiques sur les murs. La tempête semblait s'intensifier à chaque minute, le vent hurlant autour de la maison comme une entité vivante. En arrivant dans la salle de musique, Claire fut immédiatement attirée vers le piano. C'était un magnifique Steinway à queue, son bois noir brillant même dans la pénombre. Elle s'en approcha avec révérence, passant ses doigts sur les touches d'ivoire jauni. « Ma mère jouait du piano, » dit-elle doucement. « J'ai appris un peu avec elle quand j'étais enfant. Cela pourrait être important, » observa Édouard. L'indice mentionne les doigts d'un véritable Moreau. Peut-être faut-il jouer quelque chose de spécifique pour révéler la cachette. Claire s'assit sur le banc du piano, ressentant une étrange familiarité, comme si elle y avait déjà été auparavant. Quelle musique Hélène aimait-elle jouer ? Nous ne le savons pas avec certitude, répondit Rémi. Mais dans les journaux de Marie-Claire, il y a des mentions d'une composition qu'Hélène a créée quand elle était jeune. Elle était appelée « Sonate du destin ». Une composition originale ? Claire fronça les sourcils. Comment pourrions-nous connaître la mélodie après tant de temps ? Peut-être n'avons-nous pas besoin de la mélodie exacte, suggéra Antoine, s'approchant du piano. Dans notre famille, il y a une berceuse qui se transmet de génération en génération. Ma mère me la chantait, et je te l'ai chantée quand tu étais bébé. Claire acquiesça, s'en souvenant vaguement. Celle sur les étoiles et la mer ? Exactement. C'est une mélodie qui remonte à l'époque d'Hélène. Peut-être est-ce une version de sa composition, préservée comme une simple chanson d'enfant. Avec des doigts tremblants, Claire commença à jouer les notes dont elle se souvenait. C'était une mélodie douce et mélancolique, avec une touche de nostalgie qui semblait parfaitement adaptée à l'atmosphère de cette nuit orageuse. À mesure qu'elle jouait, elle se sentait connectée à quelque chose de plus grand qu'elle-même, comme si les générations de Moreau qui l'avaient précédée pouvaient l'entendre à travers le temps. Quand elle termina la mélodie, tous retinrent leur souffle, attendant qu'un mécanisme secret se révèle. Mais rien ne se produisit. Peut-être n'est-ce pas la bonne musique, dit Sylvie, déçue. Ou peut-être n'est-ce pas seulement la musique, suggéra Édouard pensivement. Les indices mentionnent les doigts d'un véritable Moreau. Cela pourrait faire référence à une caractéristique physique. Claire examina ses propres mains à la lumière de la lampe torche. Que pourrait-ce être ? Mes doigts semblent normaux. Attends, interrompit Antoine, tenant la main de sa fille. Tu as la même marque de naissance que moi, que ma mère avait, et que probablement Hélène avait aussi. Cette petite tache foncée à la base du pouce droit. Claire regarda la marque presque imperceptible sur sa main. Elle était si petite et discrète qu'elle remarquait rarement son existence. Une marque de naissance ne suffirait pas à actionner un mécanisme, argumenta Rémi. Il doit y avoir autre chose. À moins que... Édouard s'approcha
examinant le piano avec un intérêt renouvelé. Et si ce n'était pas un mécanisme mais une clé, quelque chose que seule une personne avec la bonne connaissance et la caractéristique physique correcte pourrait identifier? Claire étudia le piano plus attentivement, passant ses doigts sur chaque détail du bois sculpté. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose. Une petite gravure à l'intérieur de la courbe du couvercle, presque invisible, à moins de savoir exactement où chercher. Elle avait la forme d'une étoile à 5 branches, identique à la forme de sa marque de naissance. « J'ai trouvé quelque chose », annonça-t-elle, pointant vers la gravure. « Cela semble correspondre exactement à ma marque de naissance. » Antoine s'approcha, examinant la découverte. « C'est une marque de la famille Moreau. Notre blason original avait une étoile à 5 branches, représentant les 5 valeurs fondamentales. Honneur, courage, loyauté, sagesse et compassion. » Le cœur battant, Claire pressa son pouce contre la gravure. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, avec un léger clic, un compartiment secret s'ouvrit dans la base du piano, révélant un tube métallique finement travaillé. Un murmure d'admiration parcourut le groupe. Rémi s'approcha, aidant Claire à retirer le tube de sa cachette. Il était lourd et froid au toucher, décoré de motifs géométriques complexes rappelant les dessins art nouveau du début du XXe siècle. « Cela doit être ici depuis plus de 100 ans, » murmura Édouard, émerveillé. Avec précaution, Claire dévissa le couvercle du tube. À l'intérieur, elle trouva plusieurs parchemins enroulés, protégés par un tissu de soie qui, étonnamment, restait en bon état malgré le temps. D'une main tremblante, elle sortit les parchemins et les déroula sur le piano. C'étaient des plans architecturaux détaillés du manoir des Acacias, beaucoup plus élaborés et visionnaires que la version que Rémi avait reconstruite. Le style était inconfondablement celui de François Lefebvre, avec sa fusion caractéristique d'éléments classiques et innovants. « C'est magnifique », admira Rémi examinant les dessins avec des yeux d'expert, très en avance sur son temps. Certaines de ces solutions architecturales n'ont été mises en œuvre que des décennies plus tard. Mais Claire avait remarqué autre chose. Des annotations dans les marges des dessins, écrites d'une calligraphie délicate et fluide. « Il y a des messages ici », dit-elle, pointant vers les notes d'Hélène à François. Tous s'approchèrent, essayant de lire à la faible lumière des lampes torches. Les messages étaient des fragments d'une lettre d'amour, dispersés stratégiquement dans le projet. « Mon bien-aimé François, si un jour ces dessins reviennent entre tes mains, sache que notre amour a transcendé toutes les barrières imposées par les hommes. Le trésor que mon père craint tant de perdre est marqué ici non pas pour être pris, mais pour être partagé par nos descendants quand ils uniront enfin les familles, comme cela aurait dû être depuis le début. Il n'y a pas de malédiction qui ne puisse être brisée par l'amour véritable. La clé est dans l'union, non dans la séparation. » Et finalement, mise en évidence au centre du dessin principal, une phrase qui fit frissonner Claire. « Quand un Moreau et un Lefebvre uniront leurs talents pour reconstruire non seulement cette maison, mais l'héritage de nos familles, la vérité sera révélée et le cycle de douleur se brisera enfin. » Un silence respectueux tomba sur le groupe alors qu'ils absorbaient le sens de ces paroles centenaires. « Cela explique pourquoi Émilie et moi avons pu rester ensemble si longtemps, » dit doucement Rémi. « Elle était pianiste, j'étais architecte. Nous avons reconstruit cette maison ensemble, unissant nos talents comme Hélène l'avait prédit. Mais si la malédiction a été brisée, pourquoi Émilie » commença Claire sans pouvoir terminer sa question. « Ce n'était pas la malédiction, » répondit fermement Édouard. « C'était un sabotage, comme nous le soupçonnions. Quelqu'un a coupé les freins de sa voiture. La police a conclu à un accident, mais j'ai toujours eu mes doutes. Quelqu'un qui ne voulait pas que le trésor soit trouvé, » suggéra Antoine, pensif. « Ou quelqu'un qui ne voulait pas que la vérité sur les familles soit révélée, » ajouta Sylvie. Claire continua d'examiner les dessins, cherchant l'emplacement du trésor mentionné. Dans un des coins, elle trouva une carte détaillée de la propriété, avec un X marquant un point spécifique dans les jardins. « Je crois que j'ai trouvé, » dit-elle, pointant vers la marque. « Cela semble être près du chêne centenaire que j'ai vu à l'arrière de la propriété. » Rémi acquiesça. Ce chêne existe toujours. Il doit avoir plus de 200 ans maintenant. À ce moment, un grondement assourdissant secoua tout le manoir. Ce n'était pas un coup de tonnerre, mais quelque chose de beaucoup plus proche et menaçant. Le talus derrière la maison a dû s'effondrer, alerta Marcel, apparaissant à la porte avec une expression alarmée. Nous devons évacuer immédiatement. La structure pourrait être compromise.
Nous ne pouvons pas sortir avec cette tempête, argumenta Antoine, montrant les fenêtres qui révélaient la fureur implacable des éléments. Et nous ne pouvons pas laisser ceci derrière, ajouta Claire, indiquant les parchemins. C'est notre histoire, notre héritage. Rémi regarda tout le monde avec une expression déterminée. La maison a été construite pour résister. L'étage supérieur est le plus sûr. Les murs sont plus épais et la structure est renforcée. « Comment le savez-vous » demanda Sylvie, méfiante. « Parce que j'ai étudié chaque centimètre de ce manoir pendant la restauration, » répondit Rémi. « Et parce que je fais confiance au travail de mon ancêtre. François Lefebvre a construit cette maison pour protéger l'amour de sa vie. Elle nous protégera aussi. » Comme pour répondre à ces paroles, un autre grondement secoua la structure, suivi par le son de verre se brisant quelque part dans le manoir. « À l'étage supérieur maintenant !» ordonna Rémi, ramassant rapidement les parchemins et les remettant dans le tube métallique. Alors que le groupe courait dans les couloirs sombres vers l'escalier principal, Claire ne pouvait s'empêcher de penser que, d'une certaine façon, tout cela faisait partie d'un plan plus grand. Les familles Moreau et Lefebvre, séparées si longtemps par des mensonges et des manipulations, enfin réunies sous le même toit pendant la tempête du siècle, avec la vérité littéralement entre leurs mains. Le manoir des Acacias tremblait sous la fureur des éléments, mais restait debout, comme témoin silencieux d'une histoire d'amour qui transcendait les générations. Et tandis qu'ils montèrent les escaliers, Claire eut l'étrange sensation que d'autres mains, invisibles mais protectrices, les guidaient vers la sécurité. La nuit parut interminable. Confinés au premier étage du manoir des Acacias, Claire, Rémi, Antoine, Sylvie, Édouard et Marcel s'installèrent dans la suite principale, la chambre la plus sûre du manoir, selon Rémi. Les murs épais étouffaient partiellement le son de la tempête, mais ils pouvaient encore entendre le vent hurler autour de la maison comme une entité furieuse. « On dirait que le manoir est mis à l'épreuve », commenta Édouard, observant le plafond avec appréhension lorsqu'un grondement particulièrement fort secoua la structure. « Il va résister », affirma Rémi avec une assurance qui transmettait de la sécurité aux autres. « Il a été construit pour durer des siècles. » Claire était assise par terre, étalant soigneusement les parchemins trouvés dans le piano. À la lumière des bougies et des lampes torches, elle étudiait chaque détail des dessins architecturaux de François Lefebvre, émerveillée par la vision et le talent de son ancêtre. « C'est incroyable comme il a combiné des éléments classiques et novateurs », commenta-t-elle, traçant du doigt les lignes d'un escalier en spirale qui n'avait jamais été construit dans la version actuelle du manoir. Certaines de ces solutions semblent ultra-modernes, même selon les standards d'aujourd'hui. Rémi s'assit à côté d'elle, tout aussi fasciné. François était un visionnaire. Beaucoup de ce qu'il a conçu ne serait pleinement compris que des décennies plus tard. Comme nous deux, observa Claire avec un sourire. Étudiant l'architecture, partageant les mêmes idées sur la durabilité et l'intégration avec la nature. Le destin a un sens de l'humour particulier, acquiesça Rémi. On dirait que nous sommes guidés pour accomplir quelque chose qui a commencé il y a plus d'un siècle. Antoine, qui avait discuté à voix basse avec Sylvie près de la fenêtre, s'approcha du couple. « Avez-vous trouvé autre chose concernant le trésor » demanda-t-il, s'agenouillant pour examiner les parchemins. « Nous nous concentrons sur l'architecture pour le moment » répondit Claire, lançant un regard significatif à son père. « Le véritable trésor ici, c'est l'histoire de nos familles, ne croyez-vous pas » Antoine eut la décence de paraître embarrassé. « Tu as raison. J'ai passé trop de temps à m'inquiéter des malédictions et des secrets, et pas assez à apprécier l'héritage artistique et culturel que nous avons reçu. Il n'est jamais trop tard pour changer, commenta Rémi, tendant la main à Antoine. Nos familles ont été séparées trop longtemps. Après un moment d'hésitation, Antoine serra la main offerte. Ce geste simple semblait sceller un pacte de paix entre les familles Moreau et Lefebvre, enfin réunies, après des générations d'éloignement. Sylvie, qui observait la scène avec intérêt, s'approcha également. « Il y a encore une chose que vous devriez savoir, » dit-elle, sortant de sa poche une petite clé USB. « Dans les recherches de ma mère, elle a découvert que la prétendue malédiction a été perpétuée par quelqu'un qui avait beaucoup à gagner en maintenant les familles séparées. »« Qui » demanda Claire, intriguée. « La famille Vaillant, » répondit Sylvie, surprenant tout le monde. Particulièrement Gérard Vaillant, un avocat qui a géré les affaires des deux familles pendant des décennies. Édouard acquiesça, reconnaissant le nom. Gérard Vaillant était l'arrière-arrière-grand-père de Jacques Vaillant,
qui par coïncidence était l'avocat responsable des affaires d'Émilie quand elle est décédée. Rémi pâlit visiblement. Jacques avait accès à la voiture d'Émilie le jour de l'accident. Il avait insisté pour l'emmener à une révision de routine la semaine précédente. Et devinez quoi, continua Sylvie, avec un éclat triomphant dans les yeux. Jacques Vaillant est aussi l'avocat chargé de gérer le patrimoine de la famille Moreau. C'est lui qui a conseillé à Antoine de se tenir à l'écart des Lefebvre toutes ces années, perpétuant l'histoire de la malédiction. « Mon Dieu !» murmura Antoine, choqué par cette révélation. « Il a toujours dit qu'il me protégeait, suivant les traditions familiales. Pendant ce temps, il contrôlait les fortunes des deux côtés, compléta Édouard. Un arrangement très pratique. » Claire sentit un frisson parcourir son échine. « Vous pensez qu'il serait capable de nuire à Émilie pour maintenir le contrôle ?»« J'en suis presque certain, » répondit Rémi, sa voix chargée d'émotions contenues. Surtout si elle était sur le point de découvrir la vérité, ce qui était le cas. Dans les semaines précédant l'accident, Émilie avait trouvé quelques lettres anciennes et était déterminée à résoudre le mystère de la prétendue malédiction. Un silence pesant tomba sur le groupe, brisé seulement par le hurlement constant du vent et le martèlement de la pluie sur les fenêtres. La tempête semblait refléter la turbulence des émotions qui les dominaient, colère, tristesse, choc et finalement détermination. « Nous devons porter ces preuves à la police », dit Antoine, adoptant une posture décisive. « Si Jacques est responsable de ce qui est arrivé à Émilie, il doit payer pour cela. »« Je suis d'accord, » dit Rémi. « Mais d'abord nous devons survivre à cette nuit. » Comme pour répondre à ces paroles, un terrible grondement secoua le manoir, suivi du bruit de verre se brisant et de bois craquant. Tous se regardèrent avec des expressions alarmées. « C'est l'aile ouest », informa Marcel, qui revenait d'une rapide inspection du couloir. « Une partie du toit a cédé, mais cette zone reste sûre. La maison résiste, comme je l'avais promis, » dit Rémi, bien que sa voix trahisse une légère inquiétude. Mais la tempête semble s'aggraver. Claire reporta son attention sur les parchemins, déterminée à trouver quelque chose qui pourrait les aider. C'est alors qu'elle remarqua une séquence de chiffres et de symboles dans les marges d'un des dessins, presque invisible en raison de l'effacement du haut temps. « Rémi, regardez ceci », appela-t-elle, pointant vers les annotations. « On dirait des coordonnées, mais il y a quelque chose d'étrange. » Rémi examina les marquages avec attention. Ce sont des coordonnées architecturales. François utilisait son propre système de mesure. Si je les interprète correctement, elles indiquent un emplacement spécifique à l'intérieur du manoir lui-même. « Où ?» demanda Antoine, s'approchant avec un intérêt renouvelé. Rémi étudia les chiffres un moment, faisant des calculs mentaux. Si on les convertit au système actuel, et en tenant compte des modifications que la maison a subies au fil des ans, elle pointe vers un endroit entre cette chambre et la suivante, probablement dans le mur qui les sépare. Tous regardèrent le mur en question, une structure solide recouverte d'un papier peint ancien aux motifs floraux délicats. « Y a-t-il quelque chose derrière ce mur ?» demanda Claire, se levant pour l'examiner de plus près. « Pas à ma connaissance », répondit Rémi, la rejoignant. « Pendant la restauration, nous avons respecté la structure originale autant que possible. » Claire pressa doucement le mur, cherchant une irrégularité. Sa main glissa sur le papier peint jusqu'à sentir une légère protubérance presque imperceptible. « Il y a quelque chose ici », annonça-t-elle, appuyant plus fort. À la surprise de tous, un clic doux résonna dans la pièce et un petit panneau s'ouvrit dans le mur, révélant une cavité de la taille d'une boîte à chaussures. À l'intérieur, ils trouvèrent une boîte en bois sculpté avec le même symbole en forme d'étoile qui marquait le compartiment secret du piano. D'une main tremblante, Claire retira la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, sur un lit de velours décoloré, reposait un ensemble de bijoux anciens, un collier d'émeraude, des boucles d'oreilles assorties, et une bague avec une pierre verte si intense qu'elle semblait briller de sa propre lumière même dans la pénombre de la chambre. « Les bijoux des Moreau », chuchota Antoine, émerveillé. « On croyait qu'ils avaient été vendus il y a des générations pour couvrir des dettes de jeu. » « Un autre mensonge perpétué par les Vaillants, probablement, » commenta Sylvie. Sous les bijoux, il y avait une enveloppe jaunie. Claire l'ouvrit avec précaution, trouvant une lettre écrite de la même calligraphie élégante que les annotations sur les parchemins. Aux descendants de François et Hélène, si vous lisez cette lettre, c'est que vous avez enfin trouvé le chemin de retour l'un vers l'autre, comme il était destiné à être. Les bijoux de la famille Moreau n'ont jamais été perdus.
Ils attendaient simplement le bon moment pour revenir entre les mains de ceux qui comprendraient leur véritable valeur. La vraie richesse ne réside pas dans les pierres ou l'or, mais dans l'héritage d'amour qui transcende les générations. La prétendue malédiction fut une invention de ceux qui craignaient l'union de nos familles et le pouvoir qui viendrait de cette alliance. Il n'y a pas de force surnaturelle travaillant contre vous, seulement l'avidité et la peur humaine. Utilisez ce trésor pour construire quelque chose de nouveau et de beau, comme François rêvait de le faire avec cette maison. Quelque chose qui unit au lieu de séparer, qui guérit au lieu de blesser. Alors seulement le cercle sera complet et nous pourrons enfin reposer en paix, avec un amour éternel. Hélène Moreau. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Claire, tandis qu'elle terminait de lire la lettre à haute voix. Le message écrit il y a plus d'un siècle semblait destiné spécifiquement à eux, à ce moment précis. C'est comme si elle savait, murmura Rémi, tout aussi ému, comme si elle avait vu à travers le temps et tout planifié. Peut-être l'a-t-elle fait, suggéra Édouard. Hélène était connue pour son intuition extraordinaire. On disait qu'elle pouvait sentir des choses que d'autres ne pouvaient pas. À ce moment, Marcel, qui observait par la fenêtre, attira l'attention de tous. « Messieurs, la tempête s'apaise. » C'était vrai. Le vent avait considérablement diminué et la pluie, auparavant torrentielle, tombait maintenant comme une fine bruine. À travers les nuages qui se dissipaient, les premiers rayons de soleil commençaient à poindre à l'horizon, annonçant un nouveau jour. « Nous avons survécu, » dit Sylvie, sa voix révélant soulagement et une nouvelle révérence. « La maison nous a protégés, comme vous aviez dit qu'elle le ferait, Rémi. »« Ce n'était pas seulement la maison, » répondit-il, regardant significativement Claire. « C'était le destin accomplissant son cycle. » Les heures suivantes passèrent rapidement. Au fur et à mesure que le soleil montait dans le ciel, révélant l'étendue des dégâts causés par la tempête, il devint clair que le manoir des Acacias avait été épargné du pire. L'aile ouest avait subi des dommages considérables, mais la structure principale restait intacte, témoignant de l'excellence architecturale de son créateur. Les routes, cependant, étaient bloquées par des glissements de terrain et des arbres tombés. Ils seraient isolés pendant au moins un jour de plus, selon les informations de la protection civile que Marcel avait pu obtenir par radio. « C'est peut-être mieux ainsi ?» commenta Claire, tandis que le groupe prenait le petit déjeuner sur la terrasse, qui offrait une vue spectaculaire sur les collines. « Nous avons beaucoup à planifier. À commencer par une visite à la police dès que possible, » rappela Antoine. « Jacques Vaillant a beaucoup de comptes à rendre. Et après ?» demanda Sylvie, qui semblait avoir développé un nouveau respect pour Claire durant cette nuit d'épreuve. Claire et Rémi échangèrent des regards complices avant qu'elle ne réponde. Ensuite, nous honorerons la demande d'Hélène. Nous utiliserons le trésor pour construire quelque chose de nouveau et de beau. J'ai une idée, dit Rémi, prenant l'un des parchemins qu'ils avaient apportés. Dans le projet original, François avait inclus une structure supplémentaire sur les terrains du manoir des Acacias, un conservatoire de musique et d'art qui aurait été un cadeau pour Hélène. Il n'a jamais été construit, devina Claire. Exactement. Mais nous pouvons le construire maintenant. Les yeux de Rémi brillaient d'enthousiasme, pas seulement comme un mémorial pour Hélène et François ou pour Émilie, mais comme un centre culturel pour les jeunes talents de Saint-Germain. Un lieu où l'art et l'architecture peuvent s'épanouir ensemble. Le conservatoire Moreau-Lefebvre, suggéra Claire, enchantée par l'idée. Un espace qui unit nos familles à travers l'art, comme cela aurait dû être depuis le début. Et nous pouvons utiliser l'histoire de nos familles comme inspiration, ajouta Antoine, surprenant tout le monde par son enthousiasme. Un exemple de la façon dont d'anciennes rivalités peuvent être transformées en coopération et en beauté. Ce serait aussi un hommage parfait à Émilie, commenta Édouard. Elle avait toujours rêvé de créer une école de musique à Saint-Germain. Alors c'est décidé, déclara Rémi tendant la main à Claire. Un partenariat Moreau-Lefebvre, enfin uni par un objectif commun. Claire accepta la main offerte, ressentant une connexion qui transcendait le moment présent, comme si, d'une certaine façon, elle complétait un cercle qui avait commencé bien avant sa naissance. « Je pense qu'Hélène et François seraient de fiers, » dit-elle, regardant vers l'horizon où le soleil brillait maintenant avec une force renouvelée sur la ville royale. 6 mois plus tard, la transformation était visible pour quiconque visitait le manoir des Acacias. Le manoir avait été complètement restauré, suivant maintenant fidèlement les projets originaux de François Lefebvre. Dans le vaste jardin à l'arrière, près du chêne centenaire, s'élevait une structure moderne et élégante.
le conservatoire Moreau-Lefebvre, presque prêt pour son inauguration. Claire, maintenant diplômée en architecture et travaillant en partenariat avec Rémi, supervisait les derniers détails de la construction. Le projet était devenu sa thèse de fin d'études, recevant les plus hautes louanges du jury. Quant à Jacques Vaillant, les preuves rassemblées par Édouard et les documents trouvés par Sylvie avaient été suffisants pour rouvrir l'enquête sur l'accident d'Émilie. L'avocat faisait maintenant face à un procès criminel et plusieurs actions civiles intentées par les familles qu'il avait manipulées pendant des années. Par un beau dimanche de printemps, alors que les jardiniers plantaient les dernières pousses dans le nouveau jardin sensoriel du conservatoire, Claire trouva Rémi contemplant l'horizon depuis la terrasse principale. « 1 euro pour tes pensées », plaisanta-t-elle en s'approchant. Rémi sourit, ce sourire qui éclairait maintenant ses yeux d'une façon qui ne s'était pas produite depuis la perte d'Émilie. « Je pensais à la façon dont la vie tourne. Il y a 1 an, j'étais un homme solitaire, consumé par le deuil et des questions sans réponse. Maintenant nous avons des réponses et un avenir à construire, » compléta Claire, entrelaçant ses doigts aux siens. Dans les mois qui avaient suivi la tempête, leur relation avait naturellement évolué d'une connexion ancestrale vers quelque chose de beaucoup plus personnel et profond. Travaillant côte à côte sur le projet du conservatoire, ils avaient découvert qu'ils partageaient non seulement un héritage familial, mais aussi des valeurs, des rêves et une vision commune de l'avenir. « Tu sais ce qui me fascine le plus ?» commenta Rémi. Comment Hélène semblait savoir que ce moment arriverait, comme si elle avait semé des graines à travers les générations, sachant exactement quand et comment elles fleuriraient. Peut-être était-ce vraiment ainsi, répondit Claire, pensive. Ou peut-être que l'amour véritable trouve simplement un chemin, peu importe le temps que cela prend. De l'intérieur de la maison venait le son doux d'un piano. Antoine, qui avait découvert un talent musical endormi, pratiquait la même berceuse que Claire avait jouée la nuit de la tempête. La mélodie qu'il savait maintenant être une variation de la sonate du destin composée par Hélène. « Ils viennent dîner ?» demanda Rémi, faisant référence à Antoine et Sylvie. « Oui, et Édouard aussi. Il a des nouvelles concernant la restauration du piano original d'Hélène. Apparemment, ils ont trouvé une autre partition cachée à l'intérieur. » Rémi sourit, enlaçant Claire par les épaules, tandis qu'ils observèrent le soleil commencer à se coucher derrière les collines de Saint-Germain. « Il semble que notre ancêtre continue de nous surprendre, même après tant d'années. Certaines histoires ne se terminent jamais vraiment, » répondit Claire, s'appuyant contre lui. Elle trouvait simplement de nouvelles façons d'être racontées. Tandis qu'ils restaient là, enveloppés par la chaleur l'un de l'autre et par la lumière dorée du crépuscule, Claire pensa à toutes les générations de Moreau et de Lefebvre qui avaient vécu, aimé et souffert avant eux. À Hélène et François, séparés par le destin mais unis pour l'éternité. À Émilie, dont la vie avait été interrompue trop tôt, mais dont l'héritage vivait à travers le conservatoire qui ouvrirait bientôt ses portes. Et surtout, elle pensa à l'avenir qui s'ouvrait maintenant devant eux. Un avenir libre des ombres du passé, construit sur une fondation de vérité et de réconciliation. Un nouveau chapitre dans une histoire qui avait commencé il y a plus d'1 siècle, dans un manoir sur les collines de Saint-Germain, où 2 âmes destinées à être ensemble avaient finalement trouvé leur chemin de retour l'une vers l'autre. Quand le dernier rayon de soleil disparut derrière les collines, Claire et Rémi entrèrent main dans la main dans le manoir des Acacias, désormais non plus hanté par des secrets ou des malédictions, mais illuminé par la promesse d'un nouveau jour pour les familles qui enfin n'en formaient plus qu'une, plus